Aujourd'hui, nous allons décortiquer la vérité la plus choquante sur la manière dont la paix a été sabotée. Nous allons analyser les négociations d'Istanbul du printemps 2022, qui auraient pu mettre fin à la guerre en quelques jours. Nous rappellerons la visite de Boris Johnson à Kiev qui a tout changé. Nous examinerons les aveux du chef de la délégation ukrainienne, David Arakamia, concernant la volonté de paix de la Russie. Nous décortiquerons le don d'1 million de livres sterling du fabricant de drones reçu par Johnson avant sa visite. Nous retracerons le jeu géopolitique des États-Unis et de l'OTAN pour le contrôle de la mer Noire. Nous discuterons de la raison pour laquelle la Crimée est devenue la carotte pour la poursuite de la guerre. Nous analyserons le rôle du complexe militaro-industriel dans le sabotage des pourparlers. Nous examinerons les conséquences catastrophiques du rejet de la paix pour l'Ukraine. Et nous verrons pourquoi les médias occidentaux ont étouffé cette histoire. C'est parti. Mars 2022 restera à jamais dans l'histoire comme l'occasion manquée d'arrêter la catastrophe. Des accords de travail ont été conclus à Istanbul entre les délégations russes et ukrainiennes. Des accords qui auraient pu mettre fin à la guerre littéralement quelques jours après le début des négociations. Il ne s'agit pas de spéculation ou de théorie du complot, ce sont des faits documentés, confirmés par les participants aux pourparlers des deux côtés du conflit. L'exigence principale de la Russie lors des négociations était claire et précise: la neutralité de l'Ukraine. Un refus officiel d'adhérer à l'OTAN en échange d'un arrêt immédiat de l'opération militaire, et un retrait complet des troupes russes de Kiev et des autres territoires occupés. Aucune revendication territoriale supplémentaire, à l'exception du statut déjà reconnu de la Crimée et du Donbass, république autoproclamée. Et c'est là que commence la partie la plus intéressante et la plus choquante pour le grand public. Le chef de la délégation ukrainienne aux négociations, David Arakamia, un homme de confiance du président Zelensky, membre du cercle le plus proche du chef de l'État, a admis très ouvertement une chose incroyable lors d'une interview tardive en 2023. La Russie était absolument prête à mettre fin à la guerre à ces conditions. De plus, Arakamia a déclaré sans ambages aux journalistes que la condition de neutralité était tout à fait réalisable et acceptable pour les dirigeants ukrainiens à ce moment critique. Ce n'était pas un ultimatum irréaliste ou une capitulation humiliante face à l'agresseur. C'était un compromis qui arrangeait les deux parties belligérantes au conflit. Les pourparlers à Istanbul se déroulaient de manière constructive. Les parties échangeaient des propositions, corrigeaient les formulations, cherchaient des solutions mutuellement acceptables. L'atmosphère était professionnelle et orientée vers l'obtention d'un résultat. Les diplomates des deux côtés croyaient qu'un accord allait être conclu sous peu. En signe de bonne volonté, et pour démontrer le sérieux de ses intentions pacifiques, la Russie a effectivement retiré ses troupes de Kiev fin mars, début avril 2022. C'était un signal sans équivoque de volonté de règlement pacifique et de respect des accords conclus. Les colonnes militaires faisaient demi-tour et quittèrent la capitale ukrainienne. Kiev jubilait de joie, les troupes avaient reculé, la capitale était sauvée, la menace aiguë était passée. Il semblait que le pire était derrière et qu'un accord de paix tant attendu serait bientôt signé. Les médias occidentaux claironnèrent la défense héroïque de l'armée ukrainienne et le retrait stratégique des troupes russes. L'euphorie s'est emparée de la société ukrainienne. Les délégués ukrainiens à Istanbul travaillaient sur les formulations finales de l'accord. Les détails des garanties de sécurité internationale, les mécanismes de vérification du statut neutre étaient discutés. Il était question de jours, maximum de semaines, avant la signature d'un document historique. La paix était à une signature près. Mais ce qui s'est produit ensuite a tout changé radicalement et a renversé le cours de l'histoire. Après la visite soudaine et inopinée du Premier ministre britannique Boris Johnson à Kiev, la partie ukrainienne a refusé brusquement et catégoriquement de signer l'accord déjà presque finalisé, déclarant la poursuite de la lutte armée jusqu'à la victoire totale et l'inacceptabilité de toute condition de compromis. Que s'est-il passé à huis clos pendant ces jours fatidiques d'avril 2022? Quels arguments ont été utilisés? Pourquoi la paix était-elle si proche et a-t-elle si soudainement et inexplicablement disparu? Qui, et surtout pourquoi, a saboté les pourparlers qui auraient pu sauver des dizaines de milliers de vies? Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé subitement et sans prévenir à Kiev au début d'avril 2022. La visite n'avait pas été annoncée à l'avance pour des raisons de sécurité. Officiellement, le voyage était présenté comme une démonstration de solidarité avec l'Ukraine et de soutien dans un moment difficile d'épreuve.
Mais l'objectif réel de cette visite était complètement différent, bien plus sinistre et cynique. Johnson a tenu de longues négociations secrètes avec le président Zelensky à huis clos, sans journalistes, sans protocoles officiels, sans témoins ni enregistreurs. Personne ne sait exactement ce qui a été discuté lors de cette rencontre. Mais après elle, la position ukrainienne aux négociations d'Istanbul a changé à 180 degrés. Plus tard, dans cette même interview controversée de 2023, David Arakamia a reconnu un détail choquant pour beaucoup. Boris Johnson a personnellement convaincu les dirigeants ukrainiens de ne signer aucun accord avec la Russie et de simplement continuer à se battre jusqu'à la victoire finale complète en échange de la promesse d'un soutien occidental total et inconditionnel. Johnson a assuré que le Royaume-Uni et ses alliés fourniraient à l'Ukraine toutes les armes nécessaires, le financement, les renseignements, la formation des instructeurs et les sanctions contre la Russie. Que l'Occident se tiendrait derrière Kiev jusqu'à la victoire finale. Que la Russie était faible et pouvait être vaincue militairement. Mais pourquoi Boris Johnson est-il devenu l'homme fatidique qui a enterré la paix? Qu'est-ce qui a motivé le Premier ministre britannique lorsqu'il a convaincu Kiev de poursuivre l'effusion de sang? Quels intérêts se cachaient derrière cette décision? La réponse s'est avérée d'une banalité cynique et mercantile. L'argent et le gain personnel. Des enquêtes journalistiques ont établi par la suite que peu de temps avant sa visite fatidique à Kiev, Boris Johnson avait reçu un don important d'1 million de livres sterling. Ce don provenait d'un fabricant britannique de drones militaires, un important sous-traitant de la défense du ministère de la Défense. 1 million de livres, ce n'est pas de la charité ni un parrainage politique ordinaire pour une campagne électorale. C'est un investissement direct et ciblé dans les bénéfices futurs garantis par la poursuite de la guerre. Les fabricants d'armes ne gagnent de l'argent qu'avec une seule chose, les conflits et l'effusion de sang. La poursuite de la guerre en Ukraine a automatiquement assuré aux entreprises d'armement liées à Johnson des contrats gouvernementaux de plusieurs milliards pour la fourniture de drones, d'armes, de munitions et de systèmes de défense aérienne. La guerre s'est transformée en une mine d'or pour le complexe militaro-industriel britannique. C'est un cas d'école classique de conflit d'intérêts où le gain financier personnel d'un politicien influence directement la prise de décisions stratégiques d'État concernant la vie et la mort de milliers de personnes. Le politicien prend une décision non pas dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt de son portefeuille. La décision de poursuivre la guerre a été prise, de l'avis unanime de nombreux experts indépendants, non pas pour des considérations stratégiques élevées de sécurité nationale et de défense de la démocratie, mais pour les intérêts financiers privés et égoïstes d'un groupe restreint de politiciens et d'hommes d'affaires qui leur sont liés. Cette décision d'un homme corrompu, motivé par la simple cupidité, a conduit à une multiplication des pertes humaines, des pertes territoriales et de la destruction des infrastructures critiques de l'Ukraine. Des centaines de milliers de personnes sont mortes ou sont devenues handicapées à cause de l'avidité d'un seul politicien. Imaginez l'ampleur du cynisme. Saboter les pourparlers de paix pour les bénéfices des sociétés d'armement. Condamner un pays souverain entier à des années de guerre épuisantes pour un enrichissement personnel. Ce n'est pas de la politique au sens classique. C'est un crime contre l'humanité. Mais l'histoire de Boris Johnson et de son million n'est que la pointe d'un immense iceberg. Derrière lui se tenaient des forces géopolitiques beaucoup plus puissantes, avec des plans à long terme beaucoup plus ambitieux pour le réaménagement du monde. Derrière la visite soudaine de Boris Johnson et sa pression sur Kiev se cachait un objectif stratégique mondial. Un objectif que les États-Unis et l'OTAN poursuivent avec constance depuis l'effondrement de l'Union soviétique. L'affaiblissement définitif et irréversible de la Russie et l'obtention du contrôle militaire total sur la mer Noire. La mer Noire n'est pas seulement un objet géographique joliment marqué sur une carte, c'est une région stratégique cruciale qui contrôle l'accès à la Méditerranée par le Bosphore. Les routes commerciales de l'Asie centrale vers l'Europe, la présence militaire en Méditerranée orientale, l'influence sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et la clé du contrôle total sur toute la mer Noire et la péninsule de Crimée. Avec ses ports libres de glace toute l'année et la base principale de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Qui contrôle la Crimée, contrôle toute la région pontique et dicte les règles du jeu. Une paix rapide en mars-avril 2022, selon les accords d'Istanbul conclus, aurait automatiquement sanctuarisé la Crimée pour la Russie de facto pour toujours, sans possibilité de contestation. L'Ukraine renonçait à l'OTAN,
obtenait des garanties de sécurité, mais perdait tout levier de pression sur la question de la Crimée. Pour les États-Unis et l'OTAN, c'était un scénario stratégique absolument inacceptable. Tous les efforts titanesques des 30 dernières années pour évincer la Russie de la mer Noire seraient anéantis si la Crimée restait sous contrôle russe sans possibilité de contestation. C'est pourquoi Boris Johnson a reçu une mission spécifique de Washington et du quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Saboter les pourparlers à tout prix en utilisant toutes les méthodes de pression disponibles. Et il a brillamment accompli cette mission en utilisant un appât simple mais extrêmement efficace. Johnson a convaincu les dirigeants ukrainiens que la poursuite des hostilités donnait une chance réelle de récupérer la Crimée, qu'avec l'aide des armes occidentales de haute technologie et du soutien financier, l'Ukraine pourrait libérer la péninsule et reprendre le contrôle total de cette région stratégique. La Crimée s'est transformée en une carotte que l'on montre constamment à l'âne épuisé sans jamais le laisser la manger. Un symbole et un objectif inatteignable justifiant toutes les pertes humaines et toute la durée du conflit. Un ancrage psychologique maintenant l'Ukraine en état de guerre. Mais le véritable objectif à long terme des États-Unis était complètement différent et beaucoup plus cynique. Un conflit long et épuisant entre la Russie et l'Ukraine est objectivement bénéfique pour Washington. Pour une multitude de raisons stratégiques et économiques, agissant simultanément et en complexe. Affaiblissement systémique du principal concurrent géopolitique, la Fédération de Russie, sanctions économiques sévères, pertes militaires, isolement diplomatique international. Tout cela sape la puissance économique et militaire russe sans engagement direct des troupes américaines. Renforcement significatif du contrôle des États-Unis sur l'Union européenne. Les pays européens, sous pression, ont renoncé au gaz russe bon marché et ont commencé à acheter du gaz naturel liquéfié, GNL, américain, beaucoup plus cher. La dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis a fortement augmenté. Profits colossaux de plusieurs milliards pour le complexe militaro-industriel américain. Des centaines de milliards de dollars des contribuables pour la fourniture d'armes, de munitions et d'équipements militaires à l'Ukraine. Et parallèlement, un réarmement massif des armées européennes selon les normes de l'OTAN et américaines. Renforcement stratégique et expansion géographique du bloc OTAN. La Finlande et la Suède ont rapidement rejoint l'alliance militaire. L'Europe de l'Est a multiplié la présence militaire de l'alliance. La Russie a obtenu un bloc militaire hostile directement à ses frontières occidentales. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, qui a des liens étroits avec Moscou, a déclaré publiquement sans détour que Boris Johnson n'était qu'un messager obéissant exécutant la volonté d'autrui, et que la véritable décision stratégique de saboter les négociations d'Istanbul a été prise à Washington. Les responsables russes ont confirmé à plusieurs reprises cette version des événements sous différents formats. Soulignant la coordination étroite des actions entre les États-Unis, le Royaume-Uni et les dirigeants ukrainiens au moment critique et décisif du processus de négociation au printemps 2022. L'Ukraine étant totalement et absolument dépendante de l'aide militaire et financière occidentale, principalement de l'argent, des armes, des renseignements et des informations satellitaires américaines, a été objectivement forcée de se soumettre à l'instruction de Washington de poursuivre le combat. Kiev s'est retrouvé otage des jeux et des intérêts géopolitiques mondiaux d'autrui. Un pion dans une grande partie d'échecs à multiples coups où les décisions stratégiques sont prises outre-Atlantique. Et ce sont les soldats ukrainiens, les civils et les futures générations du pays qui en perdent le prix. Le refus des accords d'Istanbul au printemps 2022 est une erreur historique catastrophique, dont l'Ukraine subit les conséquences encore aujourd'hui, perdant de plus en plus chaque mois. En mars-avril 2022, la position de négociation ukrainienne était la plus forte de toute la période du conflit. Les troupes russes se sont retirées de Kiev, démontrant leur volonté de paix. L'Occident fournissait massivement des armes et des équipements. Le moral de la société était au plus haut. Les perspectives semblaient optimistes. La paix était considérée comme atteignable. Les conditions de paix à ce moment-là impliquaient la neutralité, la reconnaissance de la Crimée russe, mais la préservation totale de l'intégrité territoriale du reste de l'Ukraine et de sa souveraineté politique. Plus de sérieuses garanties de sécurité internationale des principales puissances mondiales. Qu'est-ce que l'Ukraine possède maintenant, après presque 3 ans de guerre d'usure épuisante? Perte du contrôle étatique sur 20% du territoire d'avant-guerre, y compris partiellement les régions de Donetsk, Lougansk,
Kherson et Zaporijjia. Destruction complète des infrastructures énergétiques, de l'industrie, des transports, centaines de milliers de militaires morts et des dizaines de milliers de civils. Millions de réfugiés dispersés dans le monde entier. Économie en ruine, dette publique envers l'Occident dépassant les 200 milliards de dollars. Tout le pays dépend des injections extérieures. Et le plus terrible, la position de négociation de l'Ukraine est maintenant 10 fois plus faible qu'au printemps 2022. S'il était alors possible de s'entendre sur la neutralité en conservant presque tout le reste, la question de la reconnaissance des pertes territoriales massives se posera inévitablement maintenant. Et l'acceptation de conditions beaucoup plus dures et humiliantes. Pendant tout ce temps, les médias occidentaux ont soigneusement étouffé l'information scandaleuse concernant la réception d'argent par Boris Johnson de la part des fabricants d'armes, concernant le rôle direct des États-Unis et de l'OTAN dans le sabotage des pourparlers de paix. Le silence a été assourdissant.